substituer cet épandage d'engrais avec des légumineuses qui vont fertiliser le sol en azote par la voie biologique, c'est d'intérêt général, on les paye. Et puis des agriculteurs qui mettent des haies, on les paye. À l'occasion de la table ronde de la Terre à l'assiette, quelles actions face au changement climatique, j'ai rencontré Marc Dufumier, auteur d'un livre du même nom. Je l'ai rencontré durant la Semaine des possibles, une première édition pour discuter et réfléchir autour des arbres, de l'agriculture et sensibiliser aux problématiques actuelles. Marc Dufumier est ingénieur agronome, un des spécialistes les plus reconnus dans le domaine de l'agroécologie. J'ai pu, à l'occasion d'un long entretien avec lui, discuter d'agriculture, d'alimentation et de conditions de travail des agriculteurs. Je vous propose aujourd'hui forcément d'écouter cet entretien ainsi que des parties de la table ronde. Merci à Françoise Vernet et au Pays de Portes de Gascogne qui m'ont permis de réaliser cet entretien et d'assister à cette table ronde. Et bien sûr, vous êtes dans Sur quel pied penser ? Donc moi je m'appelle Françoise Vernet, j'ai organisé pour la première édition cette année une semaine des possibles où l'idée est de se rencontrer, des experts, des réalisateurs, des acteurs du territoire ou des territoires pour échanger et pour construire ensemble ce monde de demain, ces enjeux que nous devons affronter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ? Effectivement, c'est un réchauffement climatique global et c'est aussi un dérèglement climatique avec une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes. Donc effectivement, face à ça, se posent d'énormes problèmes. Je dirais déjà pour un grand nombre d'agriculteurs, l'exigence de devoir s'adapter à ce dérèglement climatique, donc un climat de plus en plus chaotique d'une année à l'autre, et ça va plutôt dans le sens ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je crois qu'effectivement, on a pris 30 ans de retard, puisqu'il y a eu la politique du déni, le réchauffement climatique, c'était pas statistiquement avéré, on connaît ça, et on le paye aujourd'hui, me semble-t-il, très cher. Marc Dufumier, vous êtes agronome, auteur, et aujourd'hui ancien professeur donc à la retraite, et vous donnez des conférences un petit peu partout sur l'agronomie. Vous avez écrit votre dernier livre, c'est De la terre à l'assiette. Pour parler de comment consommer aujourd'hui, comment s'alimenter en temps de changement climatique et peut-être même aujourd'hui avec l'après-Covid, ça amène des problématiques un peu différentes. Notre manière de consommer aujourd'hui par rapport au Covid, elle a évolué puisqu'on a beaucoup parlé du monde d'après. Est-ce qu'on est vraiment dans le monde d'après ? Tout est révolutionné depuis ? Alors malheureusement, ce qu'on observe un petit peu post-Covid, c'est que c'est le monde d'avant qui réapparaît et avec une nuance près, c'est qu'effectivement, on est dans une période d'inflation. Les gens craignent pour leur pouvoir d'achat et commencent à réduire leur consommation, notamment de produits de terroir, de produits bio et autres. Et donc, il y a de nouveau, même chez ceux qui avaient réappris à cuisiner, je dirais à domicile pendant le confinement, et qui achetaient plutôt des produits de terroir, des produits d'appellation protégée, et puis des produits labellisés bio, et les mêmes personnes aujourd'hui, très fréquemment, recommencent à acheter des produits standards parce que le pouvoir d'achat est limité. Donc effectivement, c'est pas très, très heureux comme redémarrage post-Covid. Oui, on a l'impression qu'au final, le monde d'après, c'est le monde d'avant, mais en pire. Et donc le monde d'après, oui, c'est le monde d'avant, et en pire, notamment à cause du pouvoir d'achat. Mais il n'en reste pas moins que la question reste d'actualité, c'est comment les gens pourraient être nourris correctement, sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes. Ça reste quand même une question d'actualité, et je trouve extrêmement dommageable que les bons produits, les produits labellisés bio par exemple, ne soient pas accessibles aux couches modestes. Ça, c'était une vraie question. Et est-ce qu'il y a de vraies réponses à ça ? Le fait que les produits bio soient plutôt pour les couches aisées de la population, est-ce qu'il y a une solution à ça aujourd'hui ? Alors, il peut y avoir une solution, et très clairement, ce serait
Impérativement, les produits labellisés bio, les produits de terroir, ce sont des produits qui, en général, exigent plus de travail. C'est une agriculture un peu soignée, bichonnée, artisanale. C'est le contraire de l'agriculture industrielle. Donc, à exiger plus de travail. Et il est logique que l'agriculteur qui offre ce produit soit correctement rémunéré pour ce supplément de travail. Donc, le consommateur, lui, il paye plus cher le produit en question. Somme toute, c'est assez logique. Mais si on veut maintenant que les bons produits soit accessible aux couches modestes, il faut que l'agriculteur soit aussi rémunéré pour des services d'intérêt général, des paiements de services environnementaux. Un agriculteur qui contribue à séquestrer du carbone dans les sols, à fabriquer de l'humus, à faire en sorte que le sol soit moins érodé, à séquestrer du carbone, c'est aussi contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique, c'est conforme à la COP21. Eh bien, c'est d'intérêt général. Il serait logique que le contribuable, mais les impôts que nous payons déjà, les subventions de la politique agricole commune, ces impôts que nous payons déjà, servent à rémunérer l'agriculteur en question pour le supplément de travail exigé pour ce service environnemental. Pareil, un agriculteur met dans ses champs, dans son assolement, dans ses rotations, il met des légumineuses, vous savez, le trèfle, la luzerne, le sainfoin, le lotier, mais aussi la févrole, le pois fourragé, le lupin, ou les petits pois, les haricots, les légumes secs, quoi. Ces plantes qui sont capables de produire des protéines sans qu'on ait recours à des engrais azotés de synthèse coûteux en gaz naturel russe, et de plus un épandage d'engrais azotés de synthèse très émetteur de protoxyde d'azote, eh bien, substituer cet épandage d'engrais azotés de synthèse avec des légumineuses qui vont fertiliser le sol en azote par la voie biologique, sans émettre de protoxyde d'azote et sans avoir besoin d'énergie fossile, c'est d'intérêt général. Eh bien, écoutez, on les paye. Et puis des agriculteurs qui mettent des haies, qui remettent des hautes tiges, des nichoirs à chauves-souris, et donc qui permettent de ressusciter, j'allais dire, tous ces insectes auxiliaires des cultures, les prédateurs, des ravageurs, qui fait qu'on ne met plus de pesticides sur les cultures. C'est d'intérêt général. Eh bien, écoutez, on les paye. Et moi, je serais pour qu'effectivement, les subventions de la politique agricole commune et les subventions de la politique agricole nationale, française, et même, pourquoi pas, à l'échelle des collectivités territoriales, quand on parle de plans alimentaires territoriaux pour alimenter les cantines des écoles, des collèges, des lycées, eh bien, on achète effectivement les bons produits et on rémunère les gens pour leurs services d'intérêt général. Et du coup, la transition agroécologique, les gens, même s'ils ne sont pas tout de suite dans l'alimentation bio, mais évoluent vers ces labels. Et déjà, les bons produits qui résultent de ça, puisqu'ils sont rémunérés pour les services environnementaux, ils vont s'orienter davantage vers ça. Et les bons produits qui en résultent vont être accessibles à des couches modestes. Donc la réponse, elle est quand même oui. Si politiquement on s'y met, si on rémunère les agriculteurs pour leurs services d'intérêt général, eh bien ils iront vers cette transition agroécologique et le bon produit qui en résulte deviendra enfin accessible. On a reçu Christophe Cassou dans cette émission, qui est un des co-auteurs du GIEC, qui nous disait un peu la même chose, de réorchestrer les subventions, d'arrêter de subventionner l'avion ou subventionner plutôt le train. En fait, vous dites à peu près la même chose. On va arrêter de subventionner les grosses industries qui font de l'agro-industrie et de subventionner un peu plus les agriculteurs qui, eux, essayent de faire que les choses aillent mieux. Très juste. Y compris, moi, j'essaye d'éviter le mot aide et subvention, parce que ça laisserait entendre que les agriculteurs seraient des mendiants qui auraient besoin sans arrêt d'être aidés. Ah, vous ne pourriez pas me subventionner, ceci, cela. Alors que je trouve qu'ils méritent bien mieux. À partir du moment où ils nous rendent un service d'intérêt général, c'est conforme à la COP21, effectivement. Eh bien, écoutez, c'est un service, on demande à quel prix, ce serait par la voie contractuelle, à quel prix êtes-vous prêt à nous rendre ce service ? Voilà, vous savez, la technique qui séquestre du carbone, la technique qui remet des légumineuses, la technique qui met les infrastructures écologiques. On négocie, un peu comme un consommateur qui négocie un bon fromage au lait cru, moulé à la louche, bio. Et l'agriculteur va dire, écoutez, ça me demande plus de travail, voilà à quel prix je peux vous vendre ce bon produit. Et pareil pour le service environnemental. Écoutez, moi je suis prêt à faire ça, mais écoutez, ça me demande du travail, je vous le rends, mais je vous le facture à tel prix. Et ce seraient des agriculteurs droits dans leurs bottes, fiers de rendre un service d'intérêt général et correctement rémunérés pour ce faire. Ce serait quand même une autre façon de vivre. Les agriculteurs en ont un peu marre de se sentir aidés, subventionnés.
Et surtout qu'aujourd'hui, ils sont aidés et subventionnés pour l'agrandissement des fermes en proportion des hectares. Et souvent, c'est pas conforme à l'intérêt général. Et en plus, après, ils se sentent stigmatisés parce qu'on dit « Ah, vous avez besoin d'aide ». Et puis, alors, c'est vous, les algues vertes, c'est vous, l'atrazine dans l'eau du robinet. C'est insupportable, quoi. Donc, aujourd'hui, il faut des agriculteurs, des paysans, droits dans leurs bottes, fiers de ce qu'ils nous vendent. Et vous qui avez l'oreille de certains ministres ou de gouvernants, est-ce que ce système-là est possible, ce système de rémunérer quelque chose de positif? Alors, ce serait possible, mais on vient de perdre un peu une bataille, puisqu'on vient de réformer la politique agricole commune, là, ça va démarrer l'an prochain, et la nouvelle commission, pourtant, hein, avec le pacte vert, le fameux Green Deal en question, et le Parlement européen, le nouveau Parlement européen, finalement, ont travaillé sur un texte qui était bâti par l'ancienne commission. Et donc, il faut être honnête, la réforme de la politique agricole commune, qui va commencer là maintenant, eh bien, ne va pas du tout dans le sens de ce que je raconte. C'est même plutôt tout le contraire. C'est-à-dire, c'est encore des aides proportionnelles à la surface et conditionnées par des mesures contraignantes. C'est vécu comme des conditionnalités, c'est vécu comme une inspection. C'est très mal vécu par les agriculteurs. Et en même temps, ça n'encourage pas une agriculture qui relèverait de l'agroécologie, une alimentation saine et une agriculture durable. C'est tout le contraire. Alors moi, j'espère qu'un jour, on va réformer cette réforme. Excusez-moi de parler comme ça. Il m'arrive effectivement de rencontrer les ministres, depuis Michel Barnier jusqu'à M. Julien de Normandie. Le ministre actuel, je ne l'ai pas encore rencontré. On sent chez eux une relative écoute, parce qu'il y a quand même des fondements scientifiques, je dirais, à l'agroécologie. L'agroécologie peut être présentée, y compris comme la discipline scientifique des agroécologues, mais je découvre quand même que très fréquemment, ils sont un peu contraints de me dire qu'eux gèrent des rapports de force, que c'est politique, et qu'ils sont aussi à l'écoute de gens bien plus puissants, monétairement parlant, des lobbies bien plus puissants, qui vont plutôt dans le sens un peu inverse. Je ne sais pas s'il faut citer les noms de ces lobbies en question, mais il y a des puissances en tout cas qui ne vont pas dans le sens de l'agroécologie. Oui, bon, on peut citer les noms, mais effectivement, vous parlez de lobby. Vous avez dit sur la table ronde d'hier soir que les agriculteurs ont été trompés. Donc effectivement, on parle de lobby et juste de monétisation de la terre au final. Donc comment ce système-là qui est ancré aujourd'hui peut être modifié? Oui, je pense que cette agriculture industrielle qui nous cause aujourd'hui beaucoup de dommages, à la fois sur le plan sanitaire, l'alimentation n'est pas saine comme elle devrait l'être, et puis qui nous pose des problèmes du point de vue environnemental, c'est-à-dire que c'est l'érosion des sols, c'est quand même l'effondrement des abeilles et des pollinisateurs, c'est quand même la question pour les générations futures, est-ce que les potentialités productives de nos écosystèmes vont pouvoir perdurer? Et cette agriculture industrielle qui nous cause autant de dégâts, les agriculteurs y ont adhéré, je dirais, du fait de multiples conseils. Il y a quand même un certain technocratisme qui a existé. Ça pouvait être les chambres d'agriculture, mais c'est parfois aussi les coopératives qui font parfois voter à leurs adhérents des choses qui sont contraires à leur intérêt, mais au nom il faut sauver la coopérative, il faut donc toujours produire à plus grande échelle, toujours des produits plus standards et autres. Et en définitive, si à court terme, ce vote on va sauver notre coopérative paraît juste, sur le long terme, c'est au contraire suicidaire parce que c'est l'agriculture sans avenir. Aujourd'hui, il n'y a aucun produit bas de gamme en France qui est compétitif sur le marché mondial. Notre excédent de balance commerciale, y compris si on devait parler qu'en termes monétaires, c'est quand même les fromages, les vins, les spiritueux, les foie gras, les produits artisanaux à haute valeur ajoutée, mais le maïs, le blé, la betterave, la poudre de lait, les poulets de moins de 40 jours, aujourd'hui sur le marché mondial, y compris qu'on parvient à l'exporter, les pays du Sud, c'est à des prix, à vil prix, ça rapporte très peu, et par contre, c'est très néfaste. Donc il faut changer tout ça, mais y compris dans les coopératives, parfois, les coopérateurs ont voté leur propre suicide, c'est-à-dire les conseils techniques donnés par certains technocrates. Et puis après, c'est quand même vrai qu'il y a les lobbies qui demandent, les grandes et moyennes surfaces, des produits standards. Vous nous faites des tomates, nous on les veut bien calibrées, et puis qui résistent 15 jours à l'étalage, quoi. Enfin, et du coup, tous les produits un peu artisanaux, mais qui ne sont pas moins standardisés, ceux-là sont pas achetés. Et ça, c'est scandaleux. Donc c'est à la fois les grandes et moyennes surfaces, c'est l'agro-industrie, c'est les compagnies semencières aussi. C'est-à-dire que beaucoup d'agriculteurs n'ont plus accès aujourd'hui à des semences vraiment paysannes, adaptées à leur terroir. C'est les variétés standards pour toujours produire des produits standards.
c'est pas toujours adapté à chacun des écosystèmes dans lesquels les uns et les autres travaillent. Du coup, pour que ça donne des rendements, on est obligé de mettre des engrais, des produits pesticides et ce genre de choses. Oui, ils ont été trompés. Aujourd'hui, cette agriculture industrielle n'est plus rentable. Seuls ceux qui ont beaucoup de surface et bénéficient de beaucoup de subventions à l'hectare parviennent à s'en sortir. Alors, vous avez été professeur à Agrotech Paris. Est-ce que le problème pourrait être réglé aussi dans ces écoles? Est-ce que vous, en tant que professeur, vous avez été trompé vous aussi pendant tout votre cursus? Alors effectivement, j'ai enseigné à l'Institut national agronomique de Paris, qui est devenu Agro Paris Tech. Pour être très honnête, la discipline qui était la mienne, c'est celle qui avait été mise au point à l'agro par René Dumont. Donc, au sein même de l'établissement Agro Paris Tech, notre discipline, toute l'équipe d'enseignants-chercheurs, elle est un peu hors norme, je dirais. Elle paraît un peu, parfois même, dérangeante au sein de l'établissement. Mais il me faut être honnête, j'ai jamais été dérangé, on n'a jamais été brimé à proprement parler, parce que comme on participe aussi un peu de la notoriété de l'établissement, depuis René Dumont d'ailleurs, qui était très dérangeant, mais en même temps, oui, mais on est obligé de l'écouter parce que c'est quand même l'histoire de l'eau. Est-ce qu'on va en avoir encore et est-ce qu'elle ne sera pas polluée? On sait qu'il avait très, très longtemps mis à l'avance. Et donc on se retrouve, c'est assez surprenant, avec la possibilité de nous exprimer en disant oui, il y a des formes d'agriculture qui permettraient d'avoir une alimentation saine, une agriculture durable, sans préjudice pour les générations futures, qui fasse un usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, qui fait un usage intensif de ce gaz carbonique pléthorique, gaz à effet de serre, pour que la plante puisse intercepter le carbone, libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait mal au poumon. Et avec ce carbone, fabriquer du sucre, de l'amidon, des huiles, peut-être même de la paille, des racines, et qui ça se décompose bien, séquestre du carbone dans les sols, faire un usage intensif de ce gaz carbonique, et les gens méritent d'être rémunérés quand ils font ça, il faut être honnête. Et puis utiliser des légumineuses pour les protéines et pas d'engrais azotés de synthèse, et puis avoir des arbres qui en profondeur vont aller avec leurs racines chercher les éléments minéraux quand la roche, vous savez, le granit, le grès, le schiste, le basalte est altéré, il y a des éléments minéraux qui sont libérés, l'arbre va aller les chercher, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille remonte tombe à terre, ça fertilise la couche arabe, et avec des champignons mycorhiziens qui vont s'incruster dans la racine et débusquer des éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles que les plantes ne parvenaient pas à débusquer, mais les champignons y parviennent et restituent ça à la plante. Enfin, je veux dire, raconter ça et enseigner ça aujourd'hui, nous on n'a jamais été brimés pour le faire. Et même, je dirais, que les autres collègues, qui peut-être enseigneront la génétique moléculaire, qui éventuellement sont obligés de nous écouter. Ça dérange, parce que ça va parfois à l'encontre justement des pressions des lobbies en question qui financent parfois leurs programmes de recherche. Mais honnêtement, non, l'équipe que moi j'ai dirigée, qui continue aujourd'hui, pareil, une équipe d'enseignants-chercheurs n'a jamais été brimée. Mais par contre, dans l'enseignement, il nous faut être honnête, le contraire de ce que je viens de vous dire là, est aussi enseigné. Mais il est enseigné non pas parce qu'on veut enseigner méchamment, mais c'est par omission. C'est-à-dire, vous avez un enseignant de sciences du sol, il vous enseignera les champignons mycorhiziens dont je parlais tout à l'heure, qui ont un rôle très utile. Un enseignant, lui, c'est protection des cultures. Il dira, écoutez, contre le mildiou, il faut mettre un fongicide, contre les champignons pathogènes. Et peut-être qu'aucun des deux enseignants dira, attention, si vous commencez à mettre un fongicide pour guérir une maladie pour un champignon pathogène, ce fongicide va détruire des champignons utiles dans le sol. Et du coup, la protection des cultures, c'est peut-être une diminution de la fertilité du sol. Ces interactions-là, le fait que l'objet de travail des agriculteurs sont des écosystèmes d'une incroyable complexité, c'est pas seulement une plante, un troupeau, un sol, mais c'est des interactions entre tout ça, et que une technique de protection des cultures peut avoir une incidence sur les pollinisateurs, peut avoir une incidence sur les champignons mycorhiziens, et qu'un travail du sol peut faire du tort aux vers de terre. Enfin, je veux dire, et qu'il y aura moins d'infiltration de l'eau. C'est ça qu'il faut enseigner. Et trop souvent encore, l'enseignement technocratique, il enseigne des techniques, la variété améliorée, la mauvaise herbe, c'est trop sectionné. Et sa compréhension que l'objet de travail des agriculteurs, ce sont des écosystèmes complexes, et que parfois ces écosystèmes complexes, le bocage, qui n'est pas complètement naturel, il a quand même été longtemps productif et durable. Donc dans l'histoire de l'humanité, il y a des fois, des gens ont inventé la rizière en Asie. Enfin, je veux dire, en Asie, pourquoi on a pu protéger les forêts vierges aussi longtemps, celles qu'on est en train de détruire aujourd'hui avec les palmiers à huile, c'est aujourd'hui qu'on les détruit. Mais si l'Asie, si densément peuplée, a réussi à sauvegarder ces forêts vierges jusque récemment, c'est parce qu'ils avaient inventé la rizière. Mais la rizière, il n'y a pas que du riz, il y a des canards, il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a des escargots, il y a des sources de protéines, il y a des cyanobactéries qui fixent l'azote de l'air, fertilisent le riz en azote par des voies biologiques. Alors, si on ne comprend pas cette complexité-là,
effectivement, on est dans l'erreur. Et l'enseignement cloisonné, chacun sa discipline, et je ne vous raconte pas les interactions, ça c'est quand même trompeur. Je ne dis pas que les gens voulaient tromper, mais l'enseignement, oui, est quand même encore aujourd'hui un peu trompeur. Mais attention, dans les lycées agricoles, il y a des progrès quand même, avec au moins un cours d'agroécologie ou d'agriculture biologique. Et quand dans les lycées agricoles, autrefois on me disait « Ah mais monsieur du fumier, vous voulez remettre n'est-ce pas, vous voulez remettre les animaux sur la paille, vous voulez refabriquer du fumier, c'est bien un retour en arrière, monsieur du fumier. Hein. Âge de pierre, lampe à huile, amiche, monsieur Dufumier. Hein. J'entendais ça. Aujourd'hui, j'entends, non, monsieur Dufumier, vous ne vous rendez pas compte, là, ce que vous êtes en train de raconter, c'est beaucoup trop sophistiqué. Voilà, on est passé c'était arriéré à un mode très savant. Donc il y a quand même une opinion qui est en train de changer. Ce qui était dénoncé comme arriéré, aujourd'hui arrive comme, au contraire, c'est très savant. Et c'est vrai que c'est très savant, c'est une agriculture de pointe, hein, dont je vous parle là, mais par contre, ce n'est pas industriel, c'est artisanal, c'est soigné, c'est bichonné, ça exige du travail, ça doit être correctement rémunéré. Alors c'est très savant, oui, mais en même temps, ce que vous enseignez, c'est juste le cycle de la vie, le cycle écologique et d'observation de la nature. Vous donniez comme exemple votre première expérience où vous arrivez avec votre savoir d'étudiant très jeune et que les femmes que vous rencontrez vous apprennent en fait justement ce dont vous parliez, les fongicides par exemple, hein, qui en fait avec un écosystème juste naturel et laissé en essayant de ne pas tout maîtriser, qu'en fait les choses se passent bien naturellement. En fait, on parle au final presque, de permaculture. Alors ça, c'est des mots peut-être un peu modernes par rapport à tout ça, mais au final, on est bien là-dedans, non ? Oui, ben c'est très juste. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'avais fait mes études, alors ça commençait à dater. Je venais juste d'avoir mon diplôme. On m'envoie à Madagascar. Je remplaçais mon service militaire par un service civil et j'enseignais la riziculture améliorée. J'enseignais la variété dite améliorée, paille courte, feuilles érigées, à haut potentiel génétique de rendement, ça c'est indéniable, mais comme elle était à paille courte, concurrencée par des herbes adventices, donc il fallait que j'apporte aussi l'herbicide, et c'est vrai que cette variété était gourmande en engrais de synthèse, j'enseignais les engrais azotés de synthèse, sensible à un virus transmis par un insecte, donc j'enseignais l'insecticide, et sensible à un champignon pathogène, la périculariose, j'enseignais le fongicide. Donc j'enseignais la variété améliorée, je savais ce qui était bien, j'enseignais il faut lutter contre les mauvaises herbes, je savais ce qui était mal, je savais ce qui était bien, je savais ce qui était mal, j'étais proche de Dieu. Et ces femmes m'ont dit que j'étais nul. Elles m'ont dit, écoutez, avec vos produits en site, vous êtes en train de tuer les canards, les poissons, les escargots, les grenouilles, toutes nos sources de protéines. Et regardez bien, monsieur Dufumier, les canards sont en train de picorer ce que vous êtes appelé la mauvaise herbe, ils ne s'attaquent pas au riz. Et c'est vrai que les canards détestent le riz parce que c'est trop siliceux, mais par contre s'attaquent aux herbes adventices, que moi j'appelais mauvaises herbes, et les canards s'attaquent aux escargots voraces du riz, donc et ils s'attaquaient à l'insecte qui transmettait le virus. Donc c'est elles qui m'ont initié à l'agroécologie, elles, ces femmes malgaches analphabètes, hein, et moi diplômé, c'est elles qui m'ont initié à l'agroécologie. Mais depuis maintenant, je sais, et vous l'avez dit, qu'au fond, ce que je vous ai raconté là tout à l'heure sur l'agroécologie, c'est du b.a.-ba de biologie, c'est que tout le monde sait ça. Et la vraie question, c'est pourquoi ce b.a.-ba de biologie, à savoir que l'énergie alimentaire nous vient du soleil, il n'y a pas de pénurie de soleil, que les hydrates de carbone le carbone vient du gaz carbonique pléthorique, que l'azote de l'air nous fabrique des protéines et qu'on peut fabriquer des protéines sans recours aux engrais azotés de synthèse. Tout ça, pourquoi ? Puisqu'on le sait, pourquoi l'a-t-on oublié ? Et de nouveau, on se retrouve, il y a peut-être des forces en face qui effectivement nous donnent de très mauvais conseils. Oui, vous parlez beaucoup en chaîne et en environnement écologique. À quel moment on s'est perdu ? Vous qui êtes dans la recherche depuis longtemps, qui avez enseigné, qui avez été sur le terrain, à quel moment en fait l'industrie prend le pas sur l'agriculture ? Disons qu'on a coutume de dire en Europe de l'Ouest, en France, que c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire effectivement, il y a eu le plan Marshall, il y a eu le début de la motorisation, la motomécanisation, et effectivement, face à des premiers gros investissements, les gens se sont interrogés, oui mais je fais cet investissement, c'est à rentabilité différée, il va falloir que j'amortisse ça
le plus vite possible. Et pour amortir ça le plus vite possible, je ne vais pas continuer avec une agriculture diversifiée. Et donc avec la motorisation, la mécanisation, et aujourd'hui c'est la robotisation, c'est la dronisation, c'est quand on investit dans des robots de traite aujourd'hui, on ne peut pas diversifier, c'est-à-dire on se spécialise vers ce pourquoi on a fait un très gros investissement et on restera là-dessus jusqu'à ce que les emprunts soient totalement remboursés. Et donc je dirais que c'est, avant même la chimisation, c'est la motorisation de l'agriculture qui fait que les gens ont commencé à simplifier les écosystèmes, à spécialiser leur système de production, l'agriculture à un endroit, l'élevage à un autre, la viticulture à un autre, spécialisation régionale de l'agriculture, spécialisation des fermes, et ça va à l'encontre justement du respect de la complexité des agroécosystèmes. Ça a été le début. Et puis plus ça s'est accéléré, plus on va dans ce sens-là. Je peux vous assurer, des gens qui ont investi dans 3 robots de traite en Bretagne aujourd'hui, si je leur dis mettez du lin dans la rotation, le lin exigeant un nouveau matériel, les gens ont envie de m'étrangler. Ils disent non, attendez, où êtes-vous ? Et donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, effectivement, on va devoir rediversifier notre agriculture. Ça, c'est impératif. Ça va se faire à l'échelle des terroirs. On n'est pas obligé de le faire à l'échelle de chacune des fermes. Mais effectivement, il faut inverser cette tendance à la spécialisation extrême. Plus les systèmes sont spécialisés, plus les écosystèmes sont, eux, fragilisés, plus on met de produits acides, plus on s'éloigne de l'agroécologie. À vous écouter, on a effectivement tout cloisonné, donc cloisonner les cultures. On parlait aussi d'éducation. À l'école, on apprend effectivement le français, puis les maths, puis l'anglais, puis l'espagnol, sans mêler tout ça, sans jamais mélanger toutes ces connaissances. En fait, on est dans ce système-là où on cloisonne tout, ce qui engendre finalement beaucoup de problèmes. Oui, c'est ce cloisonnement, à la fois dans la recherche, à la fois dans l'enseignement. Et du coup, les gens pensent avoir une solution dans leur discipline stricte et considèrent que c'est bon. La variété améliorée, c'est très symptomatique du fait que c'était la génétique. Donc on a dit, pour nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, il faut des variétés à haut potentiel génétique. Donc il y avait déjà l'idée que le facteur limitant de l'accroissement de la production, c'était la génétique. Et du coup, quand on est parvenu à faire des variétés à haut potentiel génétique, on s'est autorisé de dire c'est une variété améliorée, un jugement de valeur. Les scientifiques devraient s'interdire. Enfin, ils ont le droit d'être citoyens engagés et d'avoir des valeurs. Mais quand, dans le discours scientifique, annoncer déjà le bien et le mal, ça n'a rien à faire. Or, pour eux, c'est parce que dans leur discipline, c'est haut potentiel génétique, c'est génial. Et donc, aujourd'hui, on découvre, non, c'est pas génial, parce que le rendement à l'hectare, c'est pas que le rendement d'une plante, c'est pas seulement le rendement calorique, mais c'est protéiques, vitamines, minéraux, et c'est à l'échelle d'une parcelle, d'une ferme, d'un terroir. C'est ça qu'il faut mesurer avec toutes les interactions. Mais c'est vrai que oui, les gens qui faisaient de la génétique, de la sélection, ont pensé c'est ça le facteur limitant, et tout le reste doit suivre. Et ça nous a coûté extrêmement cher. Vous parliez tout à l'heure du Green Deal qui vient d'être signé à l'Union européenne. Mais même si cette nouvelle PAC a été vient de la commission précédente et qui du coup est moins pertinente aujourd'hui, mais en fait le problème ça fait plus de 50 ans qu'on le connaît. Donc comment on arrive comment les dirigeants n'arrivent pas à se rendre compte en fait qu'on va dans le mur depuis très très longtemps, et on le voit bien aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec les événements climatiques extrêmes qui se développent encore, avec des orages, des tornades en France il n'y a pas si longtemps que ça. Comment on peut ne pas voir ça depuis Bruxelles ? Alors je dirais que si on regarde depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans un premier temps, la motorisation, la mécanisation de l'agriculture a permis à des agriculteurs de produire plus massivement, de façon plus standardisée, ce qui est une erreur certes, mais l'intérêt, c'était quand même de produire au moindre coût monétaire. C'est-à-dire on amortissait le tracteur le plus vite possible et ça rendait quand même la nourriture accessible à des couches modestes. C'est-à-dire que c'est quand même vrai que je mets progrès avec un guillemet, mais ces progrès de l'agriculture de l'époque ont permis quand même de diminuer le coût de l'alimentation dans le budget des ménages et de rendre accessible une alimentation grâce à des produits standards. Et je dirais que dans un premier temps, les agriculteurs qui opéraient ça se révélaient être plus compétitifs de ceux qui n'avaient pas motorisé. C'est-à-dire que les fermes qui ont disparu, c'est celles qui étaient les plus en retard. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'était considéré comme étant en retard par rapport à ce qu'ils appellent le progrès.
les moins compétitifs ont disparu. Et donc, dans cette compétitivité, il faut toujours produire plus massivement et au moindre coût monétaire pour conquérir des parts de marché. Ça, c'était l'agriculteur. L'agro-industrie a joué à ça. Les grandes et moyennes surfaces aussi ont joué à ça. Toujours plus grands, toujours des produits plus standards et ce genre de choses. Dans un premier temps, effectivement, ça paraissait compétitif. Et alors, le virage... Et alors, on a abattu des haies, etc. Alors, par contre, les méfaits environnementaux sont apparus peut-être un peu tardivement. L'érosion, les perturbateurs endocriniens, les maladies qui en résultent et ce genre de choses sont apparus un peu plus tard et la prise de conscience est intervenue un peu plus tard. Là où c'est devenu très grave, c'est quand justement nous sommes devenus excédentaires dans ces produits standardisés. Un blé à 90 quintaux, on a du mal à l'exporter. On essaie d'exporter vers l'Algérie et l'Égypte, mais à un prix évidemment, ce qu'on exporte vers les pays du tiers-monde, les pays du Sud, c'est à vil prix, ça rémunère plus beaucoup. Et puis un blé à 90 quintaux, oui, mais du coup, cette agriculture productiviste, elle a été aussi très destructiviste. On a détruit les engrais, on a détruit les carburants, on a détruit les pesticides, on a usé le tracteur, on a usé la moissonneuse-batteuse. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée à l'hectare, finalement, reste faible. Et du coup, on découvre aujourd'hui que cette agriculture, elle n'est même pas rentable en termes monétaires. C'est-à-dire, un blé à 90 quintaux ne peut pas être rentable avec un blé roumain. Un poulet de moins de 40 jours élevé avec du soja et du soja brésilien ne peut pas être compétitif avec un poulet brésilien. Une betterave à sucre ne peut pas être compétitive dans une petite ferme de 400 hectares avec 40 000 hectares au Brésil et de la canne à sucre. La poudre de lait en Bretagne ne peut pas être compétitive avec évidemment la poudre de lait de Nouvelle-Zélande pour que les Chinois n'aient pas de lait contaminé. Donc on découvre que toutes ces filières-là aujourd'hui ne sont même plus rentables en termes monétaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle la valeur ajoutée finalement est très faible, tellement on a usé de pesticides, d'engrais azotés de synthèse et ce genre de choses. Et puis, effectivement, il y a ensuite les coûts environnementaux qui n'apparaissent pas dans le prix du produit. Le lait pas cher nous coûte très cher, parce qu'il y a des algues vertes sur le littoral breton et ça nous coûte des impôts. Le pain pas cher nous coûte très cher. Pour que l'eau du robinet n'ait pas d'atrazine, on est obligé de la dépolluer. Et du coup, c'est pas dans le prix du produit, mais il y a des coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, mais qui néanmoins sont coûteux. En monnaie, en impôts, et puis en termes de santé, en termes d'érosion, l'effondrement des abeilles, la perte de patrimoine, les musses des sols, effectivement, aujourd'hui, il nous faut corriger. Et cette prise de conscience-là est intervenue plus tardivement, mais aujourd'hui, il y a urgence. Et c'est dramatique, là, au moment de la réforme de la politique agricole commune, que là, on a refusé de voir. Là, depuis, je dirais, 1992, c'est cette période-là où on est devenu excédentaire dans ces produits bas de gamme, où on aurait dû réorienter notre agriculture, très clairement. Alors, on aurait dû prendre conscience dès cette époque-là, mais savoir qu'aujourd'hui, on refuse de regarder les choses en face, moi, je ne vous cache pas, oui, ça m'insupporte. Est-ce que c'est un problème d'échelle et de mondialisation ? Vous avez une punchline que j'ai trouvée très, très intéressante, qui disait que nos cochons, aujourd'hui, sont plus riches que les pauvres brésiliens. Of love in your heart, but who you gonna give it to? I'm sure there's lots of guys that you see, but I swear they're not as cool as me. Girl, I could take you where you wanna go. If you wanna ride, we could watch a movie, hit the beach, or just chill and get high. And we can do whatever you want.
Est-ce que c'est un problème d'échelle et de mondialisation? Vous avez une punchline que j'ai trouvée très, très intéressante qui disait que nos cochons aujourd'hui sont plus riches que les pauvres Brésiliens parce que nos cochons mangent le soja qui vient du Brésil et du coup les Brésiliens ne peuvent pas se nourrir. Est-ce que le problème vient de ça, de la mondialisation? Alors effectivement, ce processus de mécanisation, motorisation, puis aujourd'hui robotisation, dronisation, etc., provient de cette course à la compétitivité. Je dois être plus compétitif pour conquérir des parts de marché, sinon c'est moi qui vais disparaître et le concurrent qui va gagner. Ça s'est élargi à l'échelle mondiale. Et avec justement dans les années 90-2000, quand on a commencé à jouer alors on appelle ça libre-échange, mais je mets des guillemets à libre, parce qu'on va découvrir que ce n'est pas justement libre, on n'est pas libre dans cette compétition. Ça a été une course à la compétitivité à l'échelle mondiale. Et alors il est clair qu'à l'échelle mondiale, des exploitations de plusieurs dizaines de milliers d'hectares, ça existe au Brésil, ça existe en Argentine, un peu moins aux États-Unis, mais attention, ça existe aussi en Europe, au sein de l'Europe des 27, les anciens kolkhozes qui ont été privatisés, on n'a pas redistribué les terres aux paysans dans ces pays-là. Ça a été au contraire concédé à des privés. Et donc des fermes de plusieurs milliers d'hectares, ça existe y compris au sein du marché commun européen. Et donc dans cette compétitivité-là, il est clair que nous, même une ferme de 500 hectares, ne peut pas être compétitif avec ça. Il faut être très clair. Donc c'est clair que cette compétitivité-là à l'échelle mondiale nous fait le plus grand tort. Mais elle fait du plus grand tort à tout le monde. Parce qu'effectivement, je vous disais, nous produire du lupin, du pois fourragé, de la févrole en compétition avec du soja brésilien, je vais vous dire, on ne peut pas être compétitif avec du soja brésilien sur une ferme de 40 000 hectares, il faut être très clair. Et du coup, on se retrouve devant des situations absolument cocasses. Nous, nos agriculteurs sont faiblement rémunérés. Mais si on va maintenant au Brésil, les gens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, le fameux glyphosate, le 40 000 hectares de soja où dépend de la forêt amazonienne, tout ça pour nourrir nos poulets et nos cochons, c'est l'erreur magistrale. Quand nous mangeons des poulets bas de gamme, nous contribuons à déforester la forêt amazonienne pour que des Brésiliens sur des exploitations de 40 000 hectares, d'un seul tenant, je dirais, face à la monoculture, c'est hyper fragile. Et il faut savoir que celui qui est désherbé, qui a été remplacé par du désherbant, il se retrouve lui dans un bidonville, il ne peut même pas acheter son soja, c'est-à-dire qu'il n'a même pas accès à des protéines végétales, parce que le soja peut être une bonne protéine, faut être très clair, parce que le soja brésilien est acheté par nos cochons. C'est-à-dire celui qui est désherbé, qui a été remplacé par du désherbant, se retrouve dans un bidonville, n'a pas de pouvoir d'achat, n'a pas d'emploi et donc pas de pouvoir d'achat, ne peut même pas acheter du soja qui nourrit nos cochons, parce que nos cochons, effectivement, sont plus riches que les pauvres Brésiliens. Nous en sommes là aujourd'hui. À la fois une agriculture française sous-rémunérée et des dégâts environnementaux, une dépendance de la France et de l'Europe en protéines végétales, à savoir que on est obligé de l'importer depuis les Amériques, et que comme nous n'avons plus de légumineuses ou pas assez de légumineuses dans nos champs, pour fertiliser nos champs en azote, il n'y a plus la légumineuse qui fertilise le sol en azote par la voie biologique, et du coup on emploie des engrais azotés de synthèse, fabriqués avec du gaz naturel russe. Franchement, savoir qu'en France, pour fertiliser nos sols en azote, on va aller chercher de l'azote dans l'air brésilien, on l'importe sous la forme de graines et de tourteaux de soja, qui vont être importés en France, qui vont nourrir des cochons, qui vont nourrir des volailles, ou même des tourteaux de soja qui vont nourrir des ruminants. En Bretagne, là où il y a trop d'animaux, ils ne sont plus élevés sur la paille, ces animaux vont uriner. L'azote de l'urine va fertiliser des algues vertes, tout simplement parce que c'est du lisier et non pas du fumier. Savoir qu'on a été chercher de l'azote au Brésil pour fertiliser des algues vertes sur le littoral breton, n'appelez pas ça circuit court et local. Et savoir que dans le bassin parisien, où il n'y a plus d'élevage, donc il n'y a plus d'urine, et comme il n'y a plus d'urine, on met de l'urée, engrais azoté de synthèse, fabriqué avec du gaz naturel russe, n'appelez pas ça circuit court. Et dépendance à l'égard de l'énergie fossile, très émetteur de protoxyde d'azote, excusez-moi, ça s'appelle avoir tout faux. Donc, je vous suggérerais effectivement que nous autorisions à nous protéger de l'importation de soja, tourteaux de soja, par des droits de douane conséquents, ressources budgétaires pour l'État. Avec ces ressources budgétaires, on rémunère les légumineuses, ceux qui vont produire des févroles, des pois fourragés, des lupins, des lentilles, des haricots, des petits pois, des fèves, ou des luzernes, des sainfoins, des trèfles. Et donc le malus du droit de douane, c'est un bonus qui rémunère l'agriculteur, donc pas de problème. Et c'est pas faire du tort aux Brésiliens, puisque justement, si on n'importe plus le soja brésilien, les Brésiliens pourront manger leur soja, qui ne sera plus
qui servira pas à nourrir nos cochons. Donc aujourd'hui, gérer en circuit court ce que j'appelle la photosynthèse, le cycle du carbone, le carbone du gaz carbonique qui sert à fabriquer notre sucre, notre amidon, nos hydrates de carbone et séquestrer du carbone. Gérer en circuit court ce cycle du carbone, le cycle de l'azote, les légumineuses, puis les cycles effectivement des pollinisateurs, des coccinelles qui s'attaquent aux pucerons. Enfin, gérer en circuit court toutes ces interactions-là et chacun dans son propre terroir, les Brésiliens dans leur propre terroir en fonction des considérations locales là-bas, chez nous dans chacune de nos régions des produits de terroir qui tiennent compte des conditions locales, enfin tout ça inspiré de l'agroécologie, c'est faire du tort à personne, c'est au contraire faire du bien à tout le monde. Un des principaux enjeux qu'on a pu vivre cet été, c'est quand même les problèmes liés autour de l'eau. Toi, dans les agricultures que tu as pu observer, que ce soit en France ou dans les pays du Sud, quelles sont les solutions ou tout au moins les pistes à explorer urgemment, puisque sans eau, on voit bien, on a un certain nombre de cultures qui sont même pas ramassées, qui sont toujours dans les champs. Alors effectivement, il y a cette question de la disponibilité de l'eau et des conflits d'usage de l'eau. À savoir que dans certaines régions du monde, France comprise, il y a des choix à faire. Est-ce que l'eau, ce sera pour irriguer des plantes, donc usage agricole, ou est-ce que l'eau disponible, ce sera d'abord, alors il y aura l'abreuvement des animaux, bien sûr, il y aura des fonctions agricoles, mais aussi pour l'eau potable, pour la santé et autres. Donc il y a des conflits d'usage. Et effectivement, la question devient, est-ce que pour éviter ces conflits d'usage de l'eau, est-ce que l'agriculture pourrait éventuellement en consommer moins, qui est une vraie question. Et la réponse, elle est, on n'est pas sans réponse, on dira. Alors on pense évidemment à des choix d'espèces et de variétés. Dans certaines régions, je pense, y compris le sud-ouest de la France, enfin ici même, je ne saurais pas trop dire, mais on voit des gens quand même qui, ça y est, commencent à cultiver moins de maïs et plus de sorgho. Alors, ce sont quand même 2 plantes d'été, je vous dis tout de suite, c'est pas génial, mais c'est quand même vrai que le sorgho résiste mieux au stress hydrique que le maïs. Donc déjà, on peut commencer par des changements d'espèces et de variétés au sein de chacune des espèces. Mais il va de soi que dans les régions où il y a des conflits d'usage, la moindre consommation d'eau destinée à l'agriculture, c'est mettre moins de cultures d'été et plus d'hiver. C'est-à-dire il y a des régions où on fera moins de maïs, pour être honnête, peut-être même moins de sorgho, mais plus de blé d'hiver. Le problème du maïs, et d'ailleurs du sorgho, c'est pas que ça exige beaucoup d'eau par rapport à une tonne de blé, mais ça exige de l'eau au mauvais moment, en été. Le maïs est une plante tropicale, et sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies. La saison des pluies, c'est la saison chaude. Et chez nous, la saison chaude, c'est là où il pleut le moins. Et effectivement, commencer à continuer de pomper dans des nappes phréatiques, y compris pour remplir des bassines, pour lesquelles une partie de l'eau va s'évaporer, quand c'est des régions planes, j'entends comme ça, effectivement, ça occupe beaucoup d'espace, et donc là où il y a de l'eau, il n'y a plus de culture. Une partie de cette eau va s'évaporer, et dans des proportions parfois pas négligeables, et puis ensuite, il faut pomper, et puis la nappe phréatique qui descend, même si on me dit, on la pompe surtout en hiver, alors là, s'il y a bien une année où ça ne marche pas, c'est bien cette année-ci, on dit on pompe en hiver pour que cette eau soit utilisable en été, oui, mais justement, c'est que néanmoins, le niveau de la nappe, dans les régions, dans beaucoup de régions, y compris en France, diminue. Et je vous dis tout de suite, ce qui était un peu imputable au sud-ouest en France, y compris en Alsace et y compris dans les Limagnes, où la nappe phréatique est à bonne hauteur, on est en train de découvrir que non. Et puis alors évidemment, quand vous pompez de l'eau dans un fleuve, dans une petite rivière ou un cours d'eau, et qu'il n'y a plus de poissons, au moment du débit à l'étiage, évidemment, c'est catastrophique. Donc oui, à coup sûr, notre agriculture va devoir totalement se repenser en fonction de l'intérêt général. Ça devient indispensable. On a des régions qui produisent du maïs, des régions qui produisent, qui élèvent des animaux. Tout est sectorisé aujourd'hui. Comment on change ça? Comment on arrive à casser ce système-là? Est-ce que c'est les agriculteurs qui doivent en prendre conscience, les consommateurs, les politiques? C'est nous tous. C'est nous tous. Je pense que le consommateur doit prendre conscience quand même que des produits labellisés bio, c'est quand même plus sain pour la santé. Moins d'antibiotiques dans la viande, moins de perturbateurs endocriniens, c'est quand même, il y a urgence, notamment pour la jeune génération, d'éviter cette exposition aux perturbateurs endocriniens depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, et même à faible dose, les résidus pesticides dans l'alimentation. On prédit quand même à cette génération une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs. Donc les consommateurs peuvent avoir un rôle, au nom notamment de la qualité sanitaire des aliments, d'acheter
mais malheureusement, c'est plus cher. Et donc, de réclamer au moins que dans les écoles, l'association des parents d'élèves peut exiger de l'alimentation bio pour tout le monde, parce qu'à ces âges-là, il y a vraiment urgence, quoi. Et là, on interroge nos élus. Donc, c'est le consommateur, c'est les élus. Il va de soi aussi que c'est les agriculteurs. On parlait de formation. Ben, effectivement, il faut de nouveau que dans les lycées agricoles, dans les établissements d'enseignement agricole supérieur, eh bien, il y ait l'enseignement de l'écologie, de l'écosystème, du côté systémique, global, de toutes ces interactions. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi, moi, je ne renonce pas à mon droit de vote, hein, c'est aussi, je fais pression sur les parlementaires européens, il m'arrive de rencontrer des ministres, des députés et autres, et il y a des moments, il faut prendre la décision. L'Europe des 27 dénonce les accords de Blair House, ne ratifie pas les accords Mercosur, hein, c'est avec les Amériques. On va se protéger, retrouver une souveraineté protéinique. Là, vraiment, il y a urgence. Mais c'est à tous les niveaux. Agriculteurs, consommateurs, citoyens engagés, associations environnementalistes, c'est la qualité sanitaire des aliments, c'est l'environnement, le cadre de vie aujourd'hui, c'est les générations futures, donc pas éroder les sols, pas les saliniser, pas détruire l'écosystème, conserver les pollinisateurs, ne l'oublions pas, c'est tout ça, c'est nous tous qui devons agir dans un même sens, tous unis, même combat. J'aurais envie de dire, on aura quand même contre nous quelques lobbies qui ne veulent rien entendre. Oui. Alors, vous avez évoqué ça tout à l'heure, mais au final, le problème de l'agriculture aujourd'hui ou de l'alimentation, il est avant tout social, puisque le pouvoir d'achat diminuant aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, l'inflation, on est vraiment dans un problème financier. Comment on fait aujourd'hui quand on a 2 enfants, qu'on a 2 salaires au SMIC pour se nourrir correctement, pour aller acheter du bio, acheter des produits fermiers. Là, on est dans le Gers, on a un accès facile à tous ces genres de produits. Mais quand on vit au Mirail à Toulouse, dans une cité, on n'a pas forcément accès aux AMAP, on n'a pas forcément cette facilité d'accès à des produits plus sains, qui ne sont pas forcément plus chers en plus quand on va directement sur les exploitations, mais quand on est loin, l'essence a un coût. Enfin, on est dans un cercle très, très difficile à sortir. Oui, on pourrait même dire cercle vicieux, hein, c'est le terme souvent. C'est le mot que je cherche. C'est souvent le terme consacré. Oui, alors la mobilisation doit être à tous les niveaux. Je pense que le changement de comportement des consommateurs, ça peut jouer, et c'est la préoccupation qualité sanitaire des aliments. Mais l'obstacle, effectivement, c'est le coût supplémentaire du bon produit sain, parce que ça a exigé plus de travail. Mais ça peut être aussi les associations de parents d'élèves qui exigent effectivement une alimentation bio dans les cantines, et ça, on est obligé d'interroger nos élus. Mais c'est vrai qu'il y a les AMAP, comme vous dites, les associations de maintien d'agriculture paysanne, et on voit bien dans certaines régions qu'en circuit court, sans intermédiaire, et souvent une production relativement locale, on parvient, pour pas plus cher, à s'alimenter avec des bons produits, parce que par la voie un peu contractuelle, avec des agriculteurs qui d'ailleurs sont souvent préfinancés pour faire ça, qui ont l'assurance en tout cas d'un marché, et c'est quand même très intéressant. On voit qu'on peut manger éventuellement sainement et des bons produits de terroir pour pas plus cher, mais tout le monde n'a pas accès aux AMAP, vous avez totalement raison d'insister là-dessus, ne serait-ce que moi qui suis vagabond sans arrêt, dire tous les lundis il va falloir que je cherche mon panier, ça peut pas marcher, donc c'est pas sans contrainte, mais toutes ces expériences-là qui sont un peu prototypes nous montrent que quand même il y a des voies de moins d'intermédiaires, des voies de circuits courts, de localisation et ce genre de choses. Et puis c'est quand même vrai aussi que quand des associations comme Terre de Liens essayent de voir s'il y a des fermes qui se libèrent, avoir accès au foncier, installer des jeunes agriculteurs, même peut-être hors cadre familial, mais des gens qui ont peu de capitaux, peu de terrain. Alors je vous dis tout de suite, ces agriculteurs qui s'installent là, qui n'ont pas beaucoup d'argent, je vais vous dire, ils font l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, l'énergie solaire, le carbone, du gaz carbonique, les champignons mycorhiziens, tout ça c'est gratuit, et ils sont prêts à travailler de façon artisanale, y compris parfois, il faut être honnête, dire travailler plus pour gagner plus, parce que c'est comme ça au début, il faut être honnête, ces formes de permaculture et autres, c'est quand même très exigeant au travail, ils mériteraient d'être correctement rémunérés, mais on voit bien qu'il y a des gens, il y a des prototypes extraordinaires d'agriculture alternative aujourd'hui, on fait l'usage, pas un rayon du soleil tombe à terre, tout tombe sur des feuilles vertes pour la photosynthèse, il y a des légumineuses, du point de vue technique, c'est d'excellents prototypes, mais effectivement tout ça, toutes ces expériences locales, les associations, alors les associations environnementalistes aussi peuvent jouer leur rôle, je dirais que tout le monde peut jouer uni, bio, local, équitable, c'est l'idéal. Donc le commerce équitable, France, pareil, c'est des façons d'assurer l'agriculteur d'un prix plancher. Quand les prix s'effondrent, au moins ça ne descendra pas, ils seront correctement rémunérés.
tous ces mouvements-là convergent. Ça peut apparaître des combats et un militantisme un peu séparé. Il nous faut surtout pas être sectaire, hein, parce que l'idée de « Ah, ton produit bio est-il équitable ?»« Ah non, bing, je tire. Ton produit équitable est-il bio ?»« Non, bing, je tire. Est-ce que c'est local ?»« Bing, je tire. » Il ne faut pas qu'on se tire à vue. Tous ces combats convergent. Et au contraire, il faut jouer l'unité de ces combats, consommateurs, environnementalistes, paysans, hein, tous unis, même combat, on peut y arriver. Et en même temps, c'est vrai, je reconnais, moi, je ne renonce pas à mon droit de vote, j'interroge mes élus municipaux, départementaux, régionaux, nationaux, députés européens, commissaires européens et tout. Je m'autorise à... Moi, je ne renonce pas à mon droit de vote, j'ai des élus. Mais par contre, je leur dis très clairement à mes élus, je vote, mais je vous harcèle. S'il vous plaît, on change. Il faut y aller. Au-delà des élus et de tout ce qui va être fait pour changer les choses en profondeur, en tant que consommateur, on a quand même un pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux consommateurs qui n'ont pas l'habitude d'aller consommer bio ou qui sont dans une abondance, pour reprendre des termes à la mode, dans une abondance de on va acheter plein de pâte à tartiner parce qu'elle est pas chère, et si y a de l'huile de palme, c'est pas très grave, ça me concerne pas directement. Les forêts de Bornéo, elles sont très très loin. Plutôt que d'aller acheter une pâte à tartiner bio, un peu plus local, qui n'a pas d'huile de palme, mais en manger un petit peu moins. Comment on arrive à convaincre les consommateurs aujourd'hui de changer de comportement ? Alors, si j'avais argumenté à des consommateurs pour faire les achats, la première chose que je leur dirais, c'est n'oubliez pas que l'alimentation doit être équilibrée. C'est-à-dire que tous les jours, il faudrait avoir une ration évidemment énergétique, protéines, minéraux, vitamines, fibres, antioxydants. Alors évidemment, ça fait un peu d'honneur de leçon, hein, ce que je raconte, j'en conviens. Mais je dirais qu'à la limite, pour la santé humaine et notamment la santé des enfants, la première règle, effectivement, je pense, c'est l'alimentation équilibrée. La deuxième chose, effectivement, c'est que les ingrédients soient dépourvus d'hormones, d'antibiotiques, de perturbateurs endocriniens, de tout. Et puis évidemment, pas de dioxine, pas de fipronil dans les œufs. Enfin, je veux dire qu'on évite ça. Et là, quand même, c'est vrai qu'on peut faire confiance au label bio parce qu'il y a un cahier des charges, il y a une obligation de moyens, il y a une certification par une tierce partie. Hein, donc ça rassure le consommateur. Mais encore une fois, je reconnais, il faut lui dire, vous savez, ce produit, du coup, il va vous coûter plus cher. Et du coup, ça quand même dépend de son revenu. Alors, s'il ne peut pas s'inscrire en AMAP, là, la question devra, est-ce que vous devriez arbitrer? Alors, je sais qu'on parle toujours, est-ce que ce sera renouveler le téléphone portable ou porter soin à l'alimentation? Et effectivement, je serais volontiers de ceux qui disent, faites attention, on peut retarder un peu le renouvellement des téléphones portables et consacrer plus d'intérêt à la nourriture, parce qu'il en va notamment de la qualité, et notamment pour la jeune génération, hein, ça me paraît évident, c'est sanitaire, hein, c'est vraiment indispensable. Ça fait un peu d'honneur de leçon ce que je raconte, j'en conviens, mais c'est quand même le conseil que je leur indiquerai. Et puis après, effectivement, je leur dirais, faites très attention aux plats cuisinés ultra transformés. Parce qu'ils sont parfois pas chers, parce que ça a été standardisé. C'est évidemment, ça permet, alors j'en conviens, hein, les gens qui travaillent, on n'a pas toujours à midi le temps de faire de la cuisine, hein, j'en conviens, on est dans un stress parfois, les couches modestes en particulier sont parfois soumises à des stress liés au travail, au déplacement et ce genre de choses, qui fait que le temps qu'on consacre à la cuisine est moindre, et du coup, les plats ultra transformés, cuisinés, on met juste au micro-ondes et tout ça est réchauffé, oui, vous avez l'assurance que ce sera des acides gras saturés, ce sera de l'huile de palme qui viendra de Bornéo et c'est moins de orang-outan, et puis c'est des acides gras saturés, c'est-à-dire c'est des risques de maladies cardiovasculaires, et puis ensuite il y a des exhausteurs de goût, il y a beaucoup trop de sel ou de sucre, enfin je raconte pas, mais ça si on pouvait s'éviter. Et puis c'est vrai aussi la question de savoir si manger éventuellement un peu moins de viande, notamment de viande rouge, riche en acides gras saturés, et un peu plus de légumes secs, c'est-à-dire plus de lentilles, de haricots, de pois chiches. Mais pareil, hein, moi quand je cuisine les haricots, pour qu'il n'y ait pas de flatulence, je ne vous cache pas, je trouve que c'est long à cuire. Hein, Non, on va quand même pas minorer ces petits inconvénients-là, excusez-moi. Et donc, c'est vrai que c'est pas simple. Aujourd'hui, une alimentation saine, équilibrée, sans mauvais ingrédients et autres, c'est quand même plus de temps passé à la cuisine, ça j'en conviens. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, c'est au moment du confinement, quand les gens étaient confinés, qu'ils se sont remis à cuisiner en fréquence. Même les couches modestes, même les gens ont repris goût à la cuisine, ont repris goût à la bonne cuisine. Et puis maintenant, maintenant qu'on a retrouvé le travail, maintenant qu'il y a de nouveau, il faut rentrer à la maison, mais on n'y arrive pas, il y a un feu rouge, tout est bloqué et ce genre de choses. C'est le stress et on achète des plats pré-cuisinés. Mais ça très honnêtement, là, vraiment, je déconseille. Urgence, on abandonne tout ça. La vraie question,
puisque quand même le réchauffement climatique, le dérèglement climatique nous était annoncé déjà depuis 32 ans. Pourquoi c'est maintenant qu'on s'aperçoit de ça? Comment assurer des revenus décents avec des formes d'agriculture alternatives? Ça, j'en conviens, c'est un vrai problème. Il faut absolument qu'on en discute. Mais pour l'instant, on a fait tout le contraire, quoi. On n'a fait que tromper l'immense majorité des agriculteurs sur des voies erronées. Bon, bah, écoutez, je vous suggère qu'on arrête ce cirque, qu'on arrive à dire les choses. On est face à un problème de dérèglement climatique, on est face à un problème de dépendance à l'égard des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on attend? Bah oui, le problème c'est que ce constat, personne n'a vraiment envie de le voir. Hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Allez. le constat, on le voit. Nous, on est agriculteurs, on le vit tous les jours. Les contraintes réglementaires, c'est nous qui les avons. Donc je vous assure que le constat, il est réel et on le voit tous les jours dans toutes les nouvelles mesures qui sont pondues pour l'agriculture. Le problème, c'est que nous, la réalité de nos exploitations, c'est que moi, je suis installé depuis 1999. Mon chiffre d'affaires, il n'a fait qu'augmenter. Mon revenu, il n'a fait que baisser. Pourtant, j'étais en conventionnel, je faisais du maïsement, j'ai fait de l'irrigation, j'ai fait de l'élevage, j'ai développé de l'agrotourisme, je suis passé en bio, je me suis agrandi, je me suis associé. Je suis associé avec mon épouse et j'ai un salarié, j'ai un apprenti, j'ai un autre associé sur notre société pour faire de l'ETA. On cherchait des solutions, mon revenu diminue. Donc on nous impose des règles, on montre bien aux citoyens qu'on a fait ce qu'il fallait pour l'agriculture. Je vous assure, les agriculteurs, ils vont faire tout ce qu'on a dit. Le problème, c'est que nous, on en crève. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est un suicide tous les 2 jours. Tout ce que vous dites me fait écho parce que ça me parle, c'est des choses qu'on m'a déjà commencé à m'enseigner à l'école. Donc ça fait son chemin dans ma tête, mais ce que je vois, c'est que c'est difficilement applicable. Aujourd'hui, je suis agriculteur en bio et c'est difficile de gagner ma vie parce que je suis parti sur un système, je ne suis pas sur la petite exploitation bio, tout le monde aimerait avoir, qui produit à la ferme, qui vend directement aux producteurs. Je suis un agriculteur qui fait du volume, parce qu'on a aussi besoin du volume en bio. Il faut aussi faire du blé, il faut aussi faire du tournesol, il faut faire du soja pour alimenter nos animaux. Donc moi, je suis parti agriculteur de volume. Pour terminer, je voulais voir avec vous, parce que vous avez évoqué Terre de Liens, et vous avez travaillé à Agro ParisTech. Parler avec vous des déserteurs. Cette année, il y a tout un groupe d'étudiants qui ont dit bah non, qu'il fallait justement couper ce système-là, arrêter d'être dans cette chimisation de l'agriculture et de revenir aux sources. Ils sont installés dans le Tarn avec l'association Terre de Liens. Quel est votre regard, vous, sur leur démarche et la démarche des déserteurs? C'est pas les premiers, hein, c'est les premiers qui ont été médiatisés, mais est-ce que vous avez forcément rencontré, parce qu'au final, c'est vous qui incitez ce genre de désertion avec ce que vous avez pu enseigner? À la limite, oui, je suis prêt à le reconnaître. Pour la petite histoire, moi, au moment de la remise des diplômes, puisque ça s'est passé au moment d'une remise des diplômes, moi j'étais chez moi à Montpellier et je reçois un courrier électronique avec le lien qui me permet de voir la scène, et le commentaire de mon collègue, c'était « Marc, c'est toi le coupable ». Donc, et j'ai vu, alors j'ai pris ça plutôt comme un honneur, hein, pour honnêtement. Et effectivement, la revendication, ce qu'ils ont raconté à juste titre, c'est de dire on déserte les métiers pour lesquels vous nous avez préparés, on va faire donc autre chose, et on va bifurquer, ça laisse entendre qu'on a les droits dans le mur et qu'il faut impérativement bifurquer. Je crois que c'est très juste. Alors je sais que le mot déserter a parfois été mal compris, ou plus exactement certains ont voulu mal le comprendre pour dire « Ah, ils désertent, ils veulent démissionner, ils veulent… » Non, au contraire. Et l'idée que ce serait du fatalisme, ça a été dit quand même, hein. Non, c'est pas du fatalisme, ils sont pas fatalistes, ils sont enragés. Ils sont enragés et ils sont constructifs pour faire autre chose. Et puis vous dites, ils s'installent aujourd'hui dans le Tarn en question. Et donc, oui, et ben, je pense que oui, ça existe de plus en plus aujourd'hui, des gens qui décident effectivement de bifurquer, de changer de métier et de pas faire ceux pour lesquels parfois on les a préparés, les métiers standards et autres. Je pense que c'est très très porteur d'avenir. Oui, oui. Marc Dufumier, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est quoi la suite pour vous? Vous continuez à écrire des livres, à faire des conférences? Est-ce que vous n'avez pas l'impression par moment que ça avance pas ou que ça avance trop lentement? Oui, je me prête volontiers à des conférences grand public aujourd'hui, puisque maintenant je suis en grande vacances, hein, je suis à la retraite depuis presque une dizaine d'années, et donc je passe du temps à faire un certain nombre de grandes conférences publiques, parce que je pense effectivement que les politiques ne changeront que s'ils voient un changement dans l'opinion publique, la société civile. Au fond, même quand il y a des décisions hautement politiques à des échelles européennes, nationales, régionales, je dirais, les gens font en fonction de leur opinion et ils se sentent un peu
pressionnés par l'opinion publique. Donc, je m'autorise à rencontrer des élus, pour être honnête. Je réponds à leur invitation quand je suis invité. Mais j'ai vite compris qu'il fallait surtout que l'opinion publique fasse pression pour ces élus pour que les choses changent. Vous travaillez sur un prochain livre ? Oui, le prochain livre s'appellera La transition agroécologique, qu'est-ce qu'on attend ? Aux éditions Terre Vivante. Elles sont nombreuses aujourd'hui, les questions posées autour de l'alimentation. Et puis bien entendu, bien au-delà de ces questions d'agroécologie et de manière de cultiver, vous, sûrement, ce qui va vous intéresser, c'est votre assiette. Comment se nourrir aujourd'hui correctement, tout en respectant son budget et peut-être ses convictions. En tout cas, si vous avez écouté l'émission jusqu'au bout, il y a sûrement un peu de tout ça là-dedans. Alors, ce qui est certain, c'est de faire vos courses au plus près de chez vous, sur les marchés locaux ou directement chez les producteurs. Ça leur permettra à eux de mieux vivre et à vous, normalement, si tout se passe bien, d'être sûrement en meilleure santé. Allez, c'est un peu ma marotte, donc je le répète, mais effectivement, comme le disait Marc Dufumier dans cet entretien, on évite les produits transformés, les produits industriels et les produits déjà tout prêts pour vous. Et moins c'est cher, moins c'est bon pour la santé, en général. L'inverse n'est pas forcément vrai non plus. La musique, aujourd'hui, c'était Steve Lacy avec Some. Eh bien, cette émission est désormais terminée. C'était Sur quel pied penser. On se retrouve très rapidement en podcast. Et je vous souhaite de passer une belle et bonne journée à l'écoute de vos programmes sur votre radio. Et je vous embrasse, enfin, celles qui le veulent bien.